Bonjour, vous écoutez le podcast Trop de questions présenté par Le Petit Georges. C'est moi, coucou, c'est moi que vous entendez dans vos oreilles. Trop de questions, c'est un podcast qui invite et interroge des artistes plus ou moins proches du monde de la scène et de la comédie. Avant de commencer, je tiens à vous dire que j'ai ouvert une page Utip si vous voulez me soutenir dans ce projet et dans les autres à venir. Elle se trouve dans la description. Merci beaucoup et bonne écoute. Mais quand tu parles de manière normale, j'écoutais du coup l'épisode chez Vincent Barra que t'as fait. Ouais. Et à un moment, tu emploies le terme trop de questions. Et je me suis dit, comment vous faites pour rester sérieux? Mais tu sais que Et maintenant, pas faire genre trop de questions. dès que j'entends quelqu'un dire ouais, tu te poses trop de questions à quelqu'un d'autre même, je dis ah, c'est mon truc à moi, tu vois. Vous n'avez pas le droit de vous poser trop de questions. C'est le copyright. Il y a que moi. Oh là là. Ouais. Oui, donc, comment tu vas? Dur, hein, ce que je t'ai montré là. Oui, parce que pour recontextualiser, tu m'as remontré ta troisième scène. Ça a duré Ever. 15 minutes. Ouais, c'est long, hein. C'est pas tellement que ce soit long le problème. Les passages. Le passage est long. Ouais, tu sais, c'est 15 minutes, mais en ressenti, c'est 25. Ouais, mais alors déjà, je trouve que bon bah aussi le fait que ce soit filmé au téléphone en 2014. Non, c'était une caméra. En plus, c'est ça le pire. Ouais, mais c'était fou. Avec un le zoom. son. Ouais, Oui, mais le t'es son. dégueulasse la Oui, caméra. Voilà, c'est ça. Déjà, Mais ça ouais, rend c'est pas forcément 2014. bien. Mais en soi, ce que je te disais, c'est qu'il y a pas de, il y a des bons trucs à garder, il y a des trucs à jeter. Beaucoup, bien sûr. Notamment certaines vannes, certains points de vue. Ouais, certains points de vue que je partage plus du tout, hein, heureusement. Mais Mais pourquoi tu voulais me montrer ça du coup avant le podcast? ouais, parce que je me dis que ça te ferait marrer. C'est vrai, bien ouais. Et que ça te mettrait un peu dans une situation de... Tu sais pas quoi penser de moi, tu vois, juste après, t'as genre... Non, Ah, j'ai vu une autre facette de lui, bah non, au contraire, parce que une ça, facette du passé. au contraire, je vois l'évolution et Ouais. moi je trouve que ce qu'il y a de plus beau à voir chez les gens, l'évolution. Mm. De dire ah ouais, t'étais ça en 2014, en 7 ans, t'es devenu ça. C'est trop cool. Ouais. Parce que si j'avais vu le même toi en 2014 que ce que t'es aujourd'hui, je me suis dit ah bah le gars il va jamais changer, tu vois, ça va pas être intéressant finalement de le fréquenter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, peut-être. Bon Lucas, Yes. le liquide bleu, on va en parler un moment. Ou pas peut-être. Si tu veux. Comment est-ce que tu pourrais te présenter auprès des copains et des copines qui nous écoutent? Ok. Tac. Alors. Et c'est donc, une fin de podcast pour Lucas, merci eh, beaucoup. salut mec, tout va être comme ça, hein, tout va être très T'inquiète, très long. t'inquiète. Le mec il m'a coupé tellement de silence. Je coupe jamais les silences en plus. Ouais, mais là il y en aura. On est parti sur un épisode de 3 heures, il va falloir beaucoup couper. Non, je rigole. Ouais, donc du coup, ce que je pourrais dire, que voilà, je suis un mec qui a commencé à faire je pense plus du one parce que je pouvais dire stand-up, mais au final, t'as vu les extraits que je faisais, on est, je trouve, dans la globalité plus proche de one que de stand-up finalement. Alors, pour moi, je vais pas régler le débat aujourd'hui, je vais juste dire ma définition de ce que j'appelle un Alright. one et stand-up. C'est que one, c'est des moments où. Pardon, alors faut savoir que je suis un peu malade, je vais tousser, je suis désolé. J'ai dormi 15 heures d'affilée aussi. Coucou les gens. Ouais, alors ma définition du one, c'est quand justement t'es un personnage et qu'il y a des sketchs qui sont durés, genre par exemple 15 minutes de sketch avec un personnage, changement de costume, autre personnage, tu vois. Pour moi, là, c'était une adresse directe, c'était du stand-up. C'est Ouais. ma définition, c'est la définition que j'ai employée. Si des gens sont pas d'accord. Ok. Je dirais le fait que t'aies vu des moments où je chante fait qu'on dépasse le stand-up. Mais oui, Mais- je vois ce que tu veux dire. Mais globalement, je pense que j'avais pas une vision aussi claire que j'ai maintenant, tu vois, de ce que peut être le stand-up et que ça restait encore flou, tu vois, dans ma tête. Ah oui, non, mais Et puis même dans ce que je 2014. voulais faire, potentiellement, j'étais plus sur une vision one, je pense, que stand-up. Ok. Même si ça avait des airs de stand-up. Enfin bref. Et du coup... T'as commencé la comédie. En La quelle année comédie, c'est bien. 2013. 2013. 2013 avec une très très longue pause, mais c'était 2013 en école de commerce. Parce que voilà, j'ai fait une école de commerce, maintenant je suis développeur web et je fais du stand-up dès que je peux. Et comment ça s'est passé les débuts en 2013 du coup?
C'est-à-dire, comment est-ce que tu t'es dit, vas-y, je vais faire gaulerie les gens? En vrai, c'est très. En fait, je cherchais tous les moyens possibles pour faire rire. Ça, c'était déjà le premier truc. C'est-à-dire que tu vois, je rentre en école de commerce, je suis à Strasbourg. Moi, là-bas, je viens d'Aix-en-Provence. Je connais personne. Ouais. À un moment, je voulais vraiment. Je m'étais dit, soit je rentre en école de commerce et je trouve un moyen de. Bref, de faire les plans que j'avais à l'époque, c'est-à-dire créer une marque de fringues, etc. C'était les plans que je T'avais voulais faire. l'idée de faire une marque de fringues? Ouais, c'était pour ça que je fais une école de commerce à la base. Mais non. Juste après ma licence en LEA anglais-japonais. C'était. Bon. Ah, mais... Ok. Et c'était soit ça, soit j'arrêtais tout et je trouvais un moyen d'être sur la scène constamment et de repartir vers le monde du théâtre et faire un conservatoire ou je ne sais quoi. Ok. C'était en gros soit un truc qui peut potentiellement me rapporter de l'argent, soit quitte à galérer, autant faire un truc kiffant et donc aller vers le théâtre, etc. Ok. Et du coup, je débarque en école de commerce et je découvre ce qu'il y a en école de commerce, c'est-à-dire toutes les associations possibles, que ce soit sportives, artistiques, etc. Et tout ce qu'on met à disposition. Et je me suis dit, cool, je vais m'inscrire, je vais pouvoir refaire du théâtre. Il y avait de l'impro aussi, ça fait longtemps que je voulais refaire de l'impro. Théâtre classique également. Et je me dis, cool, je vais me faire des potes. Quoi, Donc en choisissant pas le théâtre, la scène, t'es quand même parti faire du théâtre et de la scène. Avec l'école de commerce, ouais. Ouais, au final. Donc improbable. Mais au final, je faisais carrément plus de théâtre que de moments où j'allais en cours finalement. mais ouais, on avait des stages d'impro plusieurs fois par semaine, plus théâtre classique avec un mec chambé de l'école qui avait créé sa propre pièce. Et la méthodologie que j'aimais bien, qu'il voulait mettre en place, c'était en gros, avant que les scènes soient écrites, en fait, juste il avait l'idée de où il partait dans la scène et où il voulait aller, quel était le but de cette scène, ce qu'il fallait raconter ou quoi. On savait quel perso évidemment on était, et en fait on faisait toute la scène plus ou moins en impro. Ok. Et il gardait les meilleures phrases qui avaient du sens, etc. Après dans le texte pour le rendre canon. Et après on avait le texte à apprendre globalement pour la représentation finale. Mais en fait t'es pas le seul stand-upper à me dire qu'il est sorti d'école de commerce. Genre je trouve que c'est pas forcément récurrent, mais genre... je sais qu'il y a au moins Paul Mirabel qui a fait ça, je sais qu'il y a Rémi Dubourg qui l'a fait, Louis Dubourg qui l'a fait. Ouais. Il y en a. Mais c'est vrai que j'ai dit ça un jour à quelqu'un, j'ai dit j'étais en école de commerce avant, et quelqu'un m'a dit tu fais partie de cette team-là. J'étais là genre quoi? Mais ouais. Il y a un clan, on m'a pas prévenu de mec. Les gens ils ont tellement en école de commerce qu'ils peuvent se permettre de faire autre chose à côté. Mec, le plus dur c'est d'y entrer. Hein. Et c'est tout. Dans le stand-up ou Non, dans école de commerce. Moi j'ai découvert ça, tu vois, parce que, moi j'étais le gars. Vraiment, la première année, j'ai cramé ma santé dans l'école globalement, et puis j'ai cramé ma santé de manière générale, avec tout ce qu'il y avait à faire, parce que à la fois je voulais faire toutes les activités possibles qu'on nous offrait, que ce soit justement le théâtre, même des événements qu'on faisait entre assos et avec des groupes d'élèves et tout, et en même temps j'étais terrorisé à l'idée de rater les examens, parce que école de commerce, donc tu payes, tu vois, c'est cher. Et en fait, les gars qui étaient là, parce que moi je suis rentré directement en deuxième année, et les mecs de première année, enfin ceux qui étaient en deuxième année avec moi mais qui avaient fait leur première année, me disaient mais gars, détends-toi, sors avec nous et tout, tu sais que tu vas les avoir tes examens, il faut juste réviser un peu et c'est bon, tu les auras, tu vois. Et ils avaient raison. En vrai, ils avaient raison, mais ça je l'ai découvert après, tu vois. Mais du coup, oui, en effet, je passais plus de temps dès que j'ai pu à faire des choses kiffantes et créer. En fait, c'est ça qui est cool, c'est que on peut beaucoup critiquer les écoles de commerce, et je suis le premier à le faire parce qu'en effet, il y a un certain formatage, tu vois, de pensée à certains niveaux. Nous, on était dans celle qui était sûrement la moins, celle qui met peut-être le moins en avant les idées capitalistes, si tu veux. Dans l'école de commerce où j'étais, qui était subventionnée à moitié par l'État. On partageait les locaux avec l'université de Strasbourg aussi, donc c'était un peu différent, tu vois, des autres écoles, et la majorité des gens que je connais qui en sont sortis ont fait des trucs qui n'ont aucun rapport, genre des trucs artistiques. Il y en a qui sont devenus genre je sais pas ingé, réal. C'est une question que j'allais te poser, je veux dire, mais en fait tous les gens qui sont en école de commerce ils finissent par faire autre chose, du coup mais t'en as plein. Mais alors, en fait je sais pas si c'est le fait de rentrer dans les coulisses et de voir un peu les choses qu'on t'apprend et te dire ça dégoûte en fait. Ah ouais, donc c'est vraiment un dégoût, un rejet de tout ça. Peut-être. Parce que moi j'ai vraiment l'impression que c'est une école d'autre chose mais qu'on a mis commerce dessus, tu vois. En fait c'est une école de théâtre qu'on a camouflé en école de commerce. Ça fait un peu ça. La plupart des gens ils me disaient au final j'allais pas en cours, j'allais dans les associations. Donc en fait c'est un cours d'association le truc. Ouais. Bah après j'exagère, pour le coup j'en connais plein évidemment qui ont fait des trucs en lien avec l'école, mais après ils ont tous trouvé évidemment des
des sujets qui leur convenaient. Tu vois, t'en as plein qui se tuaient au sport. Bah, finalement, t'en as un, il a fini par bosser pour les équipements de ski, c'est Salomon ou des trucs comme ça. Tu vois, t'en as qui se débrouillent à faire ça. Bah, moi, en l'occurrence, j'ai totalement changé de plan pendant que j'y étais et je suis parti sur autre chose. Mais c'est vrai que le théâtre avait pris vraiment une grosse importance. Et si tu veux, le côté prendre toutes les options possibles pour faire rire, c'est que je me mettais à fond dans l'impro. Ouais. Théâtre classique, en plus c'était une pièce drôle, tu vois, que le mec voulait faire, donc boum, je suis parti aussi là-dedans. À un moment donné, on m'a proposé, c'est le retour de la radio de l'école, est-ce que ça dirait d'être dedans? Je dis oui, absolument, chroniqueur, boum, c'est parti. J'avais fait une chronique à l'époque drôle, mais comme j'étais un peu une tête de con et tout, j'ai dit, est-ce que la radio elle va ressembler à ça, ça et ça? On m'a dit non. Je fais bon, bah très bien, je participe pas. J'avais un peu des idéaux, tu vois, de ce dans quoi je voulais m'embarquer comme projet, mais à chaque fois c'était que des trucs drôles. Et pour le coup, il y a eu cette soirée-là où là, tu as vu la troisième fois que ça s'est passé. Mais la première, du coup, en 2013, il y a des castings. En gros, c'est pour la soirée, ce qu'on appelle la soirée talent. Et la soirée talent, en gros, c'est tous ceux qui ont un talent. Tous ceux qui ont un talent dans l'école qui passent le casting, qui montrent. Les gens qui ont dû se faire refuser ça. Sûrement plein. Ouais. Mais du coup, tu avais évidemment le club de danse qui avait évidemment un créneau pour présenter, tu vois, ce que pourrait être leur spectacle. Nous, on avait un extrait de notre pièce de théâtre. On avait un créneau pour l'impro, évidemment, parce que pour le coup, on avait beaucoup de public qui venait nous voir. Donc on sait que ça allait faire plaisir, tu vois, à l'école d'en faire. Et après, t'en avais qui faisaient... Voilà, t'as un mec qui était... hyper bon en breakdance et personne ne le savait, boum, il a présenté son truc, tu vois, etc. Donc c'est cool. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en 2021, tu te rends compte de la dinguerie que c'est de faire 15 minutes pour ta troisième scène? Parce qu'il fallait les sortir quand même, fallait l'apprendre tout ça, fallait... Ouais. Moi je vois ça quand même... Bah, en fait, tu dis quoi, pardon? Enfin je vois ça quand même, t'as un petit exploit quand même de dire vas-y 15 minutes là maintenant. Après je sais, il y en a, ils commencent directement... ils ont une demi-heure, tu vois. Ouais. Bah, en fait, après, c'est là où tu te poses genre pas tant de questions. Moi, ma question que je me posais plus, c'est est-ce que j'ai des choses à raconter? Est-ce que j'ai du contenu? Après, la question, c'est pas est-ce que c'est qualitatif, tu vois. Parce que là, évidemment, quand je revois le truc, je me dis genre vraiment, je fais un act-out qui dure genre 2 heures. Je sais pas pourquoi il est aussi long, mais jamais il aurait dû être aussi long, tu vois. Je fais des blagues, je me pose pas la question de est-ce qu'elles sont genre vraiment bien étaffées? Et surtout que c'est une époque où... je prépare ça en fait. Même la première fois qu'on me dit ok, t'es pris pour le casting, tu vois, je fais mon truc, je fais le casting, on me dit ok, c'est ta première fois que tu vas faire ça, on va absolument que tu le fasses parce qu'on sait que ça te tient à cœur et tout. Et j'étais le seul, tu vois, à parler d'humoriste dans l'école, tu vois. Du coup, les gens savaient que ça me tenait beaucoup à cœur. Ils m'ont dit vas-y, 7 minutes. C'est ok, je préparais le truc, 7 minutes, hop, c'est parti. Mais comme c'était une représentation par an, je préparais ça vraiment comme un spectacle de fin d'année, tu vois. Donc juste, oui, ok, je vois. J'ai le début, j'ai la fin, j'ai tous les trucs au milieu, j'ai le texte et boum, on fait tout en entier. Le seul truc qui compte, c'est le placement sur scène, l'assurance, la confiance, bien parler, tu vois, au micro. Et après, tant pis si tu sais qu'au milieu, tu vas peut-être faire une blague qui va pas faire rire les gens. Ok. Et tu disais, du coup, tu te posais pas la question de savoir est-ce que c'était qualitatif ou pas? Pas tant que ça. Juste, je me disais... Comment ça t'est venu, ça, en fait? De te dire, ok, maintenant, je vais faire des blagues, mais des blagues vraiment bien vénères. C'était venu genre... Enfin, ouais. C'est avec la confrontation, on va dire, plus régulière au public. C'est arrivé comme ça? Ça, c'est en commençant le stand-up pour de vrai au Barbès lors de l'ouverture, tu vois. Et de me dire, vas-y, j'ai enfin envie d'y aller. Et d'y aller, de pas forcément commencer, mais en tout cas d'aller voir, tu vois, tout le monde dans open mic jouer. Parce qu'avant, j'allais pas dans les open mic, j'allais pas voir. Je savais pas justement où on pouvait faire ça, tu vois, dans Paris. C'est pour ça que j'ai arrêté pendant très longtemps. Et que j'ai jamais continué après cette fabuleuse scène que tu as vue. Il y en a une 4e de l'enfer comme ça, et après c'est terminé pendant plusieurs années, et qui était aussi un an après d'ailleurs. Et c'est voilà, en voyant des humoristes au Barbès que je voyais souvent à plusieurs open mic avant de les connaître, tu vois. Et je voyais qu'en effet, ce qu'ils faisaient, il y avait des jours où ça marchait, des jours où ça marchait pas du tout. Et je me disais, ouais, ok. Donc en fait, ça dépend vraiment en fonction des jours, en fonction des publics, en fonction de... En fait, il y a qu'en jouant régulièrement que tu peux vraiment t'en rendre compte. Et te baser juste sur une fois où ça va être super, tu veux pas te dire, du coup, ça va être comme ça à chaque fois, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, en effet, faut travailler. Et c'est que comme ça que tu peux te poser la question vraiment de... déjà de te rendre compte que ce que tu fais, c'est pas forcément qualitatif. Ok. Parce que moi, je partais un peu avec le même principe que beaucoup de gens, tu sais, qui vont te dire ça
Et je pense qu'on l'a tous plus ou moins vécu, hein, mais cette idée que tu es chez toi, tu récites la blague dans ta tête ou devant ton miroir et tout, tu dis « Oh putain, c'est trop marrant ce que j'ai inventé, tu vois ?» Ok. Ou ce que j'ai trouvé comme Ouais. idée. Et tu le fais devant des gens et ça sort pas comme il faut. Ou alors ça sort comme il faut, mais en vrai, les gens, ça les fait pas du tout rire. Et là, tu dis « Ah putain, en fait, ça fait rire que moi, tu vois ?» Et quand tu te dis « Je vais faire un spectacle de fin d'année », tu te poses pas cette question-là. Juste tu dis « Faut le faire, point. » Tu vois, genre, j'ai envie de faire ça, j'ai envie... En fait, j'avais plus avec une démarche de « J'ai envie de partager des trucs aux gens. » Et pas dans le il faut absolument que les gens y kiffent tout le temps, tu vois. Ok. Donc je m'en fous des moments où les gens rigolent pas, tu vois, il y a des moments qui sont vachement longs, mais pour moi c'était pas grave. Parce que j'ai l'impression Je sais pas que si je suis clair. si, parce qu'à l'époque tu faisais ça plus pour toi que pour les autres. Totalement. Déjà c'est sûr. En fait, si tu veux, il y avait plus un côté, je pense, quand je faisais ça de je joue à être humoriste. Je pense, Ouais, tu vois, je qui est un peu vois. ça. Je vois ce C'est que tu veux. tu vois, genre par exemple, je m'étais débrouillé pour T'arrivais en dansant déjà. Mais ouais, mais j'arrive en dansant. Mais tu sais, j'étais vraiment. Pour moi, c'était genre mon spectacle, tu vois, Ouais. de fin d'année. Seulement, le premier va durer 7 minutes. Le deuxième, ça va durer 5. Et là, cette autre scène, c'était 15. Mais c'était à chaque fois, c'est mon spectacle. Donc, je sais quel va être le début. J'ai donné, tu vois, la musique au régisseur, la musique de fin. À tel moment, vous mettez un noir scène. À tel moment, vous remettez une lumière, tu vois, une douche, etc. etc. C'était vraiment organisé comme un spectacle, mais pour 15 minutes. Mais pour me faire kiffer, en fait. Et en me disant, en fait, il y a ce truc un peu de les gens dans le public, ils vont kiffer aussi, juste pour cette raison qui est que les gens osent pas le faire. Et ça, c'est un des gros trucs qu'il y a, tu vois, parfois dans le public, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent te respecter juste parce que tu fais quelque chose que eux ils oseraient pas faire, c'est-à-dire monter sur scène et parler tout seul sur scène. Tu vois. Est-ce que c'est valable pour les gens qui viennent voir du stand-up aujourd'hui, tu penses? Ça dépend des gens, et ça dépend des régions. Je pense qu'à Paris, où il y a vraiment une offre qui est très très grande, et où les gens sont beaucoup plus habitués au stand-up, du fait de voir, tu vois, plein de vidéos, plein de spectacles maintenant avec Netflix et autres, on a accès à beaucoup de spectacles différents. Les gens ont un regard plus critique. Et je pense vont quand même avoir ce côté admiratif de « Ah, ça, j'aurais pas osé le faire, tu vois, d'aller tout seul sur scène », mais ils vont pas se cantonner à ça pour dire c'est cool, tu vois. Ok. Ils vont, je pense, quand même avoir l'œil critique, tu vois. C'est pas... T'écoutes un groupe de musique, peut-être que toi, t'oserais pas jouer d'un instrument, ou peut-être que tu sais pas jouer d'un instrument, n'empêche que ça t'empêche pas de dire ce groupe, il est nul quand même, tu vois. Et tu respectes le fait que le gars, il ait osé sortir son album, mais en même temps, tu dis quand même, bah, j'ai pas aimé. C'est pas grave. Donc maintenant, je pense qu'avec le stand-up, c'est ça aussi. Ouais, parce que en fait, je me dis, moi, quand je vois d'autres humoristes passer, je me dis pas, vas-y, j'aurais pas pu pas le faire, parce que je le fais aussi. Bah oui. Mais je me dis, en fait, ça me touche d'une différente manière que je pense le public qui passe pas, qui n'est pas stand-upper. Et j'ai encore du mal à. En fait, genre, on me dit pas mal, des fois, tu fais des blagues, genre que les humoristes comprennent, mais que le public comprenne pas forcément. Et même moi, des fois, je rigole à des moments où genre, les autres rigolent pas, et je me dis, ok, c'était une blague d'humoriste visiblement. Ouais. Et j'ai du mal encore à faire la distinction entre moi en tant que public et moi en tant que public, mais stand-upper, tu vois. Et j'essaie d'aller fouiller un peu dans. Ah, mais c'est compliqué. Hein. Qu'est-ce qui pourrait changer entre les autres et nous? Ouais. Bah, déjà, faire des choses qui sont beaucoup plus accessibles. Enfin, évidemment, des choses qui sont pas des private jokes entre Oui, bien sûr, stand-uppers. bien sûr. Et des private jokes, ça peut être juste être des questions. Parfois, des gens, ils font des blagues, elles sont genre vachement techniques. Et t'as les stand-uppers, ils vont se comprendre entre eux et dire ah ouais, c'était bien joué d'avoir fait ça. Ouais. Mais c'est tellement technique que les gens autour, ils sont là alors. C'est peut-être technique, mais c'était pas drôle. Tu vois. Mais pour l'instant, j'ai pas compris ce que tu voulais dire. Tu vois, je sais pas ce que ça veut dire. Et du coup, voilà. Donc t'es passé de tu fais ça pour toi à tu fais ça pour les autres. Genre tes premières réceptions critiques vis-à-vis de tes premières scènes. Genre. T'as parlé vite. J'ai parlé trop vite. T'as parlé grave vite. Désolé. C'est pas grave, c'est juste une seule. Non mais je travaille dessus. Ouais, t'inquiète. T'es pas le premier à me dire que je parle vite en plus. Si tu veux, on peut parler vite à deux, ça va être compliqué pour tout le monde. Hein. Et bah ils mettront ça en 0.5, écoute. On sera le premier podcast écouté en 0.5. Ce serait tellement marrant. Non, ce que je veux dire, c'est que. Tu vois, il y a la réception critique de Lucas qui essaye de se faire kiffer soi. Ok. 2013, 2014, tout ça. Yes. Comment est-ce que tu voyais tes premières scènes de stand-up quand le Barbès a rouvert, quand Lucas essayait de faire kiffer les autres? Parce que tu dis, enfin, je sais pas si ça fonctionnait tout de suite. Je sais pas si ça a pas forcément fonctionné. Mais quel critère a changé vis-à-vis de ça? Est-ce que tu veux que je te donne un exemple? Vas-y. Parce que moi, je me suis rendu compte, mes premières scènes, je les faisais pour moi. Genre, première scène, ça a marchouillé, mais j'étais plus content parce que j'étais en mode, je suis monté sur scène. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e scène. Quand je me suis dit, je vais faire ça pour les autres,
Ça n'a pas fonctionné du tout. Hmm. Et ça a été ça pendant très longtemps, jusqu'au moment où j'arrivais des fois sur scène et j'étais en mode, ouais, vas-y, je m'en bats les couilles, c'est une scène un peu nulle, que Ouais. j'estime pas trop, et du coup, je partais en cacahuète complètement. Et là, ça Et là, faisait boum. kiffer les gens, Ah bah oui. tu vois. Et j'ai du mal à. Ok, donc quand je m'en fous, ça marche, et Mm. quand j'essaye de m'en foutre, ça marche pas, parce que je suis trop consciencieux vis-à-vis des autres. Mm. Fuck, je suis perdu. Et moi, je redécouvre ça, là, ce que tu dis, le côté en avoir rien à foutre et ça fonctionne. Moi, la première fois que j'ai joué au Barbès, ça s'est bien passé parce que c'est pour un détail tout con, c'est que c'était pas des blagues. Dans le sens, c'était pas prémisse, machin, punch, tu vois, à la fin. C'est Ok. vraiment, je raconte une histoire. Tu vois, genre, il m'est arrivé ça, c'est un peu ouf, je le raconte. Ok. Et en plus, j'avais dit, tu sais, que c'était ma première, donc dès que tu dis ça, les Ouais, gens, ils forcément. sont hyper bienveillants, adorables et tout. La deuxième fois, dès que je me suis dit, je vais raconter des trucs en rajoutant des blagues, là, c'était une catastrophe pas possible. Et je me dis, ouais, Mais c'est grave intéressant, c'est on ça. va travailler, quoi. Mais Et, Qu'est-ce que c'est que ce métier où quand on te demande de faire des trucs, et ben ça fonctionne moins que quand tu les fais pas. Mais parce que tu te poses des questions. Arrête, tu te poses trop de questions. Et non, mais c'est parce qu'en fait, à partir du moment où tu te poses des questions et que tu pars avec un principe de performance et que ça se ressent et que ça te stresse, Comme le sexe. bah, par exemple, le sexe, faut en faire comme si t'en avais rien à foutre. Voilà. Ah, c'est horrible. Tu fais un peu du sexe tout en rangeant des trucs, tout en lavant ta vaisselle, tu sais pas. Un peu genre tu fais ça, tu t'en fous et peut-être ça va mieux fonctionner que si tu étais trop focus, je sais pas. Mais Ah, ça fait écho, bordel. ça fait écho. Voilà. Mais peut-être c'est pareil. Non, non, mais pour le coup, moi, c'est le truc que j'ai constaté il y a pas longtemps euh, et pour le coup, j'ai vraiment vu la diff. C'est que j'ai eu un moment où je jouais plus pour nos collègues stand-uppers que pour le public. Ah lui-même. oui, 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 ça, je l'ai complètement, ça. Et ça, j'ai eu cette période-là. Et c'était la pire. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que déjà, on sait qu'on n'est pas le meilleur public dans le sens où la majorité des stand-uppers qui vont être dans le public avec toi, bon, soit ils sont venus et certains sont venus juste pour voir le spectacle et ils sont cool, détente et tout, mais tous les autres en général, ils sont prêts à jouer et potentiellement ils sont en train d'être focus sur leur texte, donc ils t'écoutent à peine. Ou alors ils vont être sur retour de scène, en train d'analyser dans leur tête qu'est-ce qu'ils viennent de faire, tu vois, et qu'est-ce qui vient de marcher ou pas marcher, peut-être en train de prendre des notes, tu vois, etc. Ce qui est normal, ce qu'on fait tous plus ou moins consciemment. Du coup, clairement, si tu te focalises sur ça, tu focalises sur des gens qui peut-être, de toute façon, vont pas forcément t'écouter et pas y prêter attention. Ça, c'était le premier truc que je me suis dit. Et après, je me suis rappelé d'un truc tout bête, c'est que je fais ça à la base pour... Le but de la soirée, quand je vais faire du stand-up, c'est de faire plaisir au public. Pas de faire plaisir aux professionnels, tu vois. Ouais. Alors, je sais pas, en fait, je me dis que c'est pareil comme pour les gens qui jouent au foot, tu vois. Le mec sur le terrain, il se dit pas, putain, faut que je joue trop bien pour faire plaisir à mon coéquipier. Je dis non, c'est pour qu'on gagne. Et potentiellement que le public kiffe ce qui est en train de se passer, tu vois. Je sais pas, parce que tu sais, quand j'ai lu un livre d'impro, je saurais plus retrouver le titre, Ouais. mais s'il y avait une phrase dans ce livre-là qui m'a beaucoup marqué, qui m'a dit, si tu veux être fort en impro, Mhm. faut que les gens autour de toi aient l'air forts. Et du coup, c'est comme ça que tu vas genre écouter les propositions des autres, que tu vas ne pas dire non, que tu vas... C'est-à-dire, c'est mettre en valeur les autres qui va te permettre de toi briller. d'une Oui, certaine mais alors manière. en impro, il y a aussi ce truc différent parce que l'impro, c'est vraiment, vraiment, vraiment un sport d'équipe plus que pour le stand-up où le sport d'équipe dans le stand-up, il est plus dans les coulisses qu'au moment d'être sur scène. Ouais. L'impro, à part des rares improvisations où ça se joue seul, la majorité du temps, le but, c'est vraiment d'être en équipe. Donc, tu as besoin que les autres soient forts. Parce que s'ils sont pas forts, c'est-à-dire que soit ils connaissent pas les règles de l'impro, donc toutes les propositions que tu vas faire, ils vont pas les comprendre, et ça va créer un bordel pas possible sur scène, et le public va pas s'y retrouver. Mhm. Ouais, donc globalement, il faut à la fois que tu, en tant que personne, sois plus forte et qui connaît les trucs et qui connaît les règles, trouve le moyen d'apporter des choses que les débutants pourraient pas faire. Mhm. Mais il faut que tu sois sûr de jouer avec des gens qui connaissent un minimum pour pouvoir jouer avec toi, tu vois. Ok. Pour pouvoir te renvoyer la balle. Sinon, c'est comme si tu la renvoyais à chaque fois dans le vide et que t'as personne pour la rattraper, tu vois. T'es alors cool, Ouais. cool. Donc là, je dois jouer tout seul contre une équipe et le public, il va pas kiffer.
Et le public, pour qu'ils kiffent, il faut qu'ils aient l'impression qu'il y a une cohésion, tu vois, générale. Mais il faut se dire que tu joues pour eux et pas pour les improvisateurs qui sont avec toi. Et qu'est-ce qu'il a besoin du public pour kiffer? Genre juste du stand-up ou c'est juste une personne qui parle? Bah, je pense que c'est le truc le but un peu du stand-up globalement, c'est de réussir à donner l'impression que tu leur parles comme si c'était des potes ou ta famille dans le salon avec toi, tu vois. Mais dans ce cas-là, c'est être un maximum naturel. Ou alors d'avoir un clown de scène qui donne l'impression que ce qu'il fait est quelque chose de naturel, tu vois. Mais c'est le but, avant tout, c'est le naturel. Je l'ai dit beaucoup trop de fois d'affilée, C'est pas mais, grave. mais c'est vraiment c'est ce mot-là qui est primordial pour le truc. T'as trouvé ta nature, toi? Mon naturel? Ouais. Ouais, j'arrive à remarquer parfois, j'essaie de prendre des notes sur ça, sur des traits que je peux avoir dans la vie de tous les jours comme je parle à mes amis et Ok. que j'aime bien, tu vois. Ouais. Et ce serait trop compliqué là de te les énumérer et de les expliquer. Mais des fois, je capte des trucs en me disant ah, j'aime bien quand je parle comme ça, tu vois. Ou je dis ah, tiens, j'ai l'impression que. Tu vois, soit en discutant avec ma meuf ou avec d'autres potes, tu vois, des fois ils me font remarquer des trucs et je me dis ah ouais, c'est vrai que je fais ça, tu vois. Des fois, je me dis pour être le plus naturel, il faudrait que j'arrive à reproduire ça sur scène. Je serais plus proche de moi-même. C'est une question de reproduire un truc que tu fais naturellement, c'est très compliqué. C'est hyper compliqué. Parce que déjà, à la base, t'as pas forcément conscience de ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Est-ce que t'as conscience de comment est-ce que les gens ils te voient? Ta fameuse question. Attends, j'ai mon portable. Hop, Oh. je mets en silencieux. Désolé. Et franchement, C'est vrai que je te les édite les questions que je préparais. après, j'ai oublié, mais c'est juste que j'écoute ton podcast, tu sais. Donc je me souviens un peu. Mais est-ce que j'ai conscience de comment les gens Je vais me les voient changer ces questions, je vais en trouver d'autres. sur scène? Non, dans la vie de tous les jours. Ah, sur scène. Plus Les d'abord deux sur scène. Euh, Bah, au final, si tu dois être la même personne dans la vie de tous les jours et sur scène, Franchement, ça revient au même. en vrai, j'en sais rien parce que ça change. Là, ça a beaucoup changé. Tu sais, genre, quand j'ai commencé le stand-up réellement, donc au Barbès, j'étais en dépression, tu vois, et en train de me soigner et tout, mais j'étais quand même en dépression. Et j'avais une énergie qui était très intérieure, tu vois. Vraiment Ok. une énergie interne. Et en fait, quand je vais bien et maintenant je vais bien, je suis soigné, tu vois, tout va bien, je suis très heureux, la vie est belle, tout ce que tu veux. Euh, je suis beaucoup plus proche de ce que je suis aussi dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire j'ai une énergie qui est beaucoup plus externe, tu vois. Ouais. Vraiment, je dégage l'énergie, tu vois. Ouais. Je l'enferme pas. Et vois. du coup, ça fait que ma manière de jouer est totalement différente de quand j'ai commencé. Ok. Et du coup, il y a ça aussi que je dois prendre en compte, tu vois. Avant, je jouais d'une telle manière, et je réfléchissais genre, ah, j'aimerais bien jouer comme ça. Mais au final, la manière dont je voulais jouer était aussi proche de l'état dans lequel je me trouvais à l'époque. Donc quelque chose de plus renfermé, de plus calme. Et là, en fait, maintenant que je suis soigné, je me dis, ah, mais vas-y, c'est pas ma manière d'être comme ça, tu vois. Et du coup, là, je cherche d'être plus comme je suis maintenant. Donc en fait, je suis vraiment en évolution perpétuelle depuis le début, mais de manière beaucoup plus flagrante que si je voulais juste changer des détails, quoi, tu vois. Ah ouais, je comprends. Là, c'est carrément un vrai changement d'énergie. Et pour le coup, le côté s'en battre les couilles pour super vulgaire, pour jouer et mieux jouer, là, je le découvre vraiment. Je vais jouer à des endroits où je partais du principe à la base que je m'en foutais. Et au final, c'était trop bien parce que ça m'a permis justement de bien m'exercer. Et je voyais que plus je jouais comme ça, plus les gens étaient... en fait, me suivaient. Tu vois, c'est plus ça, c'était me suivre dans le délire, tu vois, genre même si c'était des trucs un peu particuliers, c'était hop, je suis un problème avec le casque, je le rebranche, nickel. C'était plus bah en fait, j'avais l'air d'être naturel avec eux, de leur parler comme à des potes, et du coup ça te permet, quand tu es naturel, en fait ça te permet de... Tu sais, tu en vois plein des humoristes forts et tout machin, et les moments ils partent en impro, mais c'est Ouais. naturel, tu Ouais, vois, ouais. c'est vraiment d'où le but de l'impro à la base, mais tu sens que c'est juste sur soit parce que quelqu'un a dit un truc, ou parce que tu as une idée qui leur est venue, tu vois, à travers la tête au moment de jouer, tu vois, ils pensent à un truc, boum, ils le partagent aux autres, tu vois, il y a plus ce côté filtre de où à chaque fois tu réfléchis à tout ce que tu vas dire, et les gens ont le ressentent, le voient, tu vois, que tu es plus dans un... On va dire que tu apportes plus une vision théâtrale du stand-up, parce que tu es dans une réflexion du texte que tu veux leur apporter et de l'attitude que tu vas avoir,
plutôt que de quelque chose de naturel où tout ce que tu vas dire, tu le partages. Et parfois, tu vas dire un truc, peut-être que c'était un peu nul, peut-être que c'était pas un truc que tu aimerais redire, tu vois, une prochaine fois, mais tu t'es laissé aller, tu vois, dans le flow. Et ça, c'est le naturel que je pense que les gens ont envie de voir, tu vois, quand ils viennent voir du stand-up. Une petite perte de contrôle, finalement. Ouais, accepter la perte de contrôle. Et là où les gens sont très forts, en général, c'est que c'est des gens qui sont pas dans le contrôle, acceptent en permanence la perte de contrôle, mais comme ils sont forts, qu'ils ont l'habitude, qu'ils ont l'expérience, vont avoir ce truc de si la perte de contrôle n'a pas marché, eh ben, ils sauront comment ramener le public à eux, tu vois, malgré la perte de contrôle. Et ça, t'as trouvé comment le faire ou pas? Ah ben pas encore. Clairement pas encore. Surtout que il y a encore pas si longtemps, je me rendais compte que j'étais aussi figé parfois dans le fait de comment dire c'est de trop penser au texte et parfois de me dire ça c'est un truc que j'ai encore au Barbès, c'est quand je dois jouer 3 minutes, moi c'est un truc avec lequel j'ai encore du mal, tu vois, et je travaille dessus et tout, mais j'avais encore ce truc il y a pas si longtemps de ok, je dois faire 3 minutes, si par malheur il se passe le moindre truc que je ne contrôle pas, donc que ce soit quelqu'un qui rebondit sur un de mes textes ou un moment où j'ai un trou ou peu importe, je sais qu'après je vais me dire putain c'est 10 secondes de perdu, 20 secondes de perdu sur le peu de temps qui me reste, et après j'ai pensé qu'à ça, et en gros t'as plus l'impression d'avoir quelqu'un qui recherche, tu vois, ses notes dans sa tête pour dire ok j'en étais où déjà, ah oui j'en étais là, ah putain mais moi c'est que ça ça c'est le fait de pas connaître son texte par cœur et d'avoir peur de toujours oublier. Et mais ça je pense qu'il y a que moi, c'est que comme ça que je l'ai réglé, hein, c'est de rejouer tout le temps les mêmes trucs pendant longtemps, au moins je me débarrasse de la peur, tu sais, de la perte de mémoire, et j'intègre totalement le texte, et après je sais que je peux y aller en me disant tu t'en fous parce que tu connais tellement bien que tu sais où il faudra que tu ailles après, et du coup les imprévus ils sont totalement gérables. Mais ça je le comprends parce que là depuis quelques temps où genre je sais que j'ai des blagues que je connais par cœur maintenant et que j'ai pas besoin de les réviser avant. Ça, je sais que par exemple tu me dis vas-y le 7 sur les papiers que j'ai toujours pas. Pardon. Si vous avez des papiers s'il vous plaît en trop, donnez-les à Georges. Ah non, oui, petite parenthèse, on m'a dit ce serait, il y a Ahmed Sparrow au clip, j'ai clippé un clip oh là là. Allez, Yann m'a on va y invité sur un de arriver. ses clips et il y avait Ahmed Sparrow et plein d'autres humoristes et je raconte mon histoire à Ahmed Sparrow comme ça, je sais plus comment. Il me fait ce serait trop une histoire pour Hanouna ça. Et j'en ai marre que la solution à tous les problèmes en France ce soit Hanouna, vous comprenez? Faudrait que j'écrive dessus. J'ai commencé à écrire dessus. Faudrait que je termine ce que je dois écrire dessus. Bref. C'est aussi le meilleur moyen de créer des problèmes, c'est Hanouna. Donc c'est De ouf. le mec qui peut pas, tu sais, c'est vraiment comment on appelle ça déjà, pompier pyromane. Ouais, de genre, ouf. Hanouna, il a trop L'huile sur le feu, quoi. trop ça, quoi. C'est le gars, il peut aussi bien créer des problèmes, et forcément c'est facile d'y trouver la solution quand tu les as créés toi-même, tu vois, mais aussi apporter des problèmes à des gens qui sont en recherche de solutions. Et après peut-être par miracle dans les dégâts collatéraux être une solution, tu vois, mais ouais, mais j'arrive pas à expliquer la tendresse que j'ai pour ce mec. ouais, mais ça c'est le truc dont on a parlé, c'est qu'on est tous les deux d'accord pour dire que c'était chambé sur France 4 à l'époque TPMP, Ouais. quand il était gentil. Bref, C'était pas encore un fin de la truc parenthèse Hanouna, je parlais de mes papiers, du oui j'ai toujours pas mes papiers. Oui, mais tu vois, tout le set sur les papiers, je le connais par cœur. Et c'est vrai que quand les gens ils me disaient monte sur scène, joue, j'étais en mode mais pourquoi faire? Ils me disent là tu vas voir. Et à la fois maintenant je comprends et du coup je dis ils ont raison, mais j'étais en mode ouais mais les gars vous avez pas donné l'entièreté de l'explication. C'est que genre tu vas jouer, tu vas te chercher, tu vas t'en vouloir. Une fois que tu auras cherché assez, tu vas trouver. Et une fois que tu auras suffisamment trouvé, tu n'auras plus besoin de chercher. En fait, je vais dire un truc, ça, peut-être c'est méga con hein, ce que je vais dire. Oui, je t'en prie. C'est un truc que dont j'ai parlé à notre chère amie Claire. Claire Izirdi, tout à fait. qui était dans le podcast. Ouais. Allez écouter le podcast avec Claire. Pas maintenant. Elle écoutait tous les autres épisodes. Sauf celui avec Thomas Si. Pourquoi il dit c'est horrible, un truc trop gratuit. C'est pas vrai. Parce qu'il dit trop de questions. Non, mais ça t'a agacé. mais il a renversé le podcast contre moi, mec. Le mec il a fait un putsch. Non, ça fait longtemps que j'ai pas vu Thomas. Bisous Thomas si tu m'écoutes. Bisous. Non, le truc que je
que je lui ai partagé. C'était un truc tout bête, mais c'est un truc que j'ai appris avec le bouddhisme quand je l'étudiais beaucoup, notamment. Après, c'est ça. Après, c'était pour des raisons personnelles, mais après, ça fait que j'ai voulu en faire un sketch. Mais mine de rien, il y a ce truc de que le bouddhiste arrive à un niveau de, pour réussir, si tu veux, à intégrer le bouddhisme, et si tu as envie un jour de trouver l'éveil, et si tu y arrives, pour l'instant, il n'y a que Bouddha qui a réussi, donc ça va être compliqué, mais on ne sait jamais. C'est en gros, tu te bouffes toute la théorie pour qu'à la fin, tu comprennes qu'on s'en bat les couilles de la théorie. Et que il faut juste vivre les choses. Mais ça, et des fois, je me dis, le stand-up, c'est tellement pareil. C'est qu'en fait, je trouve que les gens qui ne bouffent pas de théorie ont tort, parce que c'est tellement mieux de bouffer de la théorie. Oui, mais tu te la bouffes, mais en fait, le moment où tu arrives enfin à bien faire les choses, c'est au moment où tu te détaches enfin de la théorie. Oui, mais pourquoi il faut l'avoir vécu avant. Mais pourquoi il faut de la théorie? Parce que toutes les fois où tu fais de la merde, tu comprends pourquoi tu fais de la merde. Oui, il faut que tu comprennes pourquoi. J'ai accepté, parce qu'avant, je pensais que j'étais un connard de dire trop de théorie et pas assez de pratique. Non, bien sûr que en fait, que non, je viens d'accepter le fait que j'avais raison depuis le début. Je fais un coup de gueule parce que ça. Mais qui a dit que t'avais tort? Moi, j'adore l'idée que le gars était persuadé que tout le monde était contre lui alors que tout le monde était d'accord avec lui. Non, c'est faux. Pierre Metzger. Une fois, j'étais en voiture dans le 93 avec lui, je balance des noms, je m'en bats les couilles, c'est mon podcast maintenant. Pierre, il m'a dit arrête de lire des bouquins, ça sert à rien, monte sur scène. J'ai fait non. Non, par contre, le truc qu'il faut faire, c'est faire les deux en même temps. Ouais, tu me brises le cœur. Moi? Oui. Mais non. Je t'entends dire que j'avais raison depuis le début, tu me dis non, t'avais un peu tort quand même. T'as raison, je sais que t'as raison. Mais non, parce que depuis d'ailleurs, je dis t'as raison. La théorie, c'est important. Ouais, mais tu dois pas privilégier. Pardon, tu dois pas privilégier. J'ai fait le truc que je déteste que les gens fassent, c'est qu'ils parlent dans leur micro et après. Mais en fait, je connais ce lieu, je suis déjà venu chez toi plusieurs fois, je suis beaucoup trop à l'aise. Bien sûr. Pardon, excusez-moi, je me concentre. Mais si t'es à l'aise chez moi, je suis content de le savoir par contre. C'est très cool chez Lucas. Faites-vous inviter chez Lucas. Faites-vous inviter par moi. Envoyez vos CV. Peut-être je vous invite. Peut-être on fera un Mario Kart. Ça peut être cool. Ah ouais. Donc ce que je disais, c'est que oui, il faut faire les deux en même temps. Non, il faut faire les deux en même temps. Mais c'est ce que le. En gros, non, mais si je fais le parallèle avec le bouddhisme, que je trouve ça vraiment intéressant parce que ça m'avait beaucoup marqué quand je m'en suis rendu compte. Mais c'est pareil, ce qu'on va te dire. Il faut la théorie. Parce qu'évidemment, il faut t'expliquer. Tu vois, plus ou moins, dans leur délire, ce serait ce qu'est la vie, pourquoi méditer, pour quelles raisons, qu'est-ce que ça t'apporte, etc., etc. Mais c'est pas uniquement lire de la théorie pour lire de la théorie, tu vois. Ça va t'apporter rien, à part juste de la connaissance, tu vois, académique. Mais les choses, il faut les faire. Et après, au bout d'un moment, tu les fais tellement que tu te rends compte que le but, c'est juste se laisser porter par la vie et en fait, ne plus te focaliser sur la théorie parce qu'au final, ça va devenir un frein. En fait, c'est à la fois la théorie, c'est quelque chose qui est important pour toi, mais dont tu dois te détacher pour arriver à ce que tu veux faire à un moment donné. Et donc, c'est-à-dire, peut-être parfois, pour faire ton meilleur stand-up, tu auras besoin, à un moment donné, d'arrêter peut-être de construire tes blagues sous le modèle de Comedy Bible, tu vois. C'est un exemple. Ouais. Tu vois, et de te dire juste, peut-être qu'à un moment donné... moi, ce qui me fait kiffer, c'est de faire des trucs sous cette forme-là. Et peut-être c'est une forme que je connais pas, que tu auras inventée ou j'en sais rien. Et plus, peut-être que dans ta vie, ce sera d'arrêter de faire peut-être des règles de 5 parce que ça te casse les couilles et que tu veux revenir à la règle de 3, tu vois, parce qu'elle te convient très bien. Et que ce sera juste genre, ok, tu connais toutes les théories, maintenant tu t'en détaches pour arriver à ce qui te convient à toi, tu vois. T'as lu des bouquins, toi? J'avais que Comedy Bible et je voulais en acheter plein. Moi, j'aimais bien les... J'en ai un, j'ai oublié le nom, mais c'était plus des gens qui racontent ce que c'est, tu vois, le monde du stand-up, et ce que c'est l'humour, et comment ils le vivent eux, etc. C'est que des ricains qui parlent, j'ai oublié le nom. Je peux aller te le chercher si tu veux. Non, t'inquiète. Ça va pas être très radiophonique, je pense. Non. Alors là, il est en train de chercher un livre. Dans sa pile de livres. Sinon, c'est juste la lecture. Viens, on vous lit un livre. J'ai oublié le nom. On est devenu audible. Le temps des tempêtes, Sarkozy. Insupportable. Mais non, pour le coup, moi je suis trop le genre de personne, par contre, et j'ai fait pareil avec le dev, avec tout, c'est que j'adore avoir plein de bouquins. Et sur le stand-up, j'en ai pas assez, j'en veux, mais ça coûte de suite très vite cher, tu vois, parce qu'à chaque fois, il y en a plein, ces bouquins qui sont pas édités en français, tu vas les commander sur Amazon, ils sont que édités en anglais, tout ça, donc c'est de suite plus cher que autre chose. Mais pour le dev, je faisais ça, tu vois. Genre, pour être bon, il faut que j'ai des bouquins, forcément. C'est vrai que la théorie. Je crois que j'en ai facile pour 160 € de bouquins chez moi. Bah, ça m'étonne pas. Mais en même temps, c'est trop bien, tu vois. C'est trop bien de connaître... Ouais, mais je suis
beaucoup trop pauvre pour un gars qui a 160 euros de bouquin. Oui, mais à partir du moment où absolument tout dans ta vie est focalisé vers le stand-up et que tu veux faire que ça, c'est pas grand-chose, 160 euros de bouquin de stand-up. Pour quelqu'un qui veut faire que du stand-up, tu vois, ça va. Ouais, non, c'est vrai. C'est plutôt réglo. Mais non, il y a ce truc un peu de... Enfin, je peux pas te dire que t'as tort sur la théorie, et moi je trouve ça vraiment très très bien, parce que un des premiers sketchs que j'ai fait, pour le coup, qui a été un peu ok, que les gens commençaient à trouver un petit peu sympa et tout, et que moi j'aimais bien, tu vois, pour lequel j'avais une tendresse, c'était mon sketch sur les chiens, et il était littéralement fabriqué uniquement à base de théorie et de comment on fait une blague, tu vois. Et j'avais totalement accepté l'idée, et ça me faisait rire, et surtout je me rendais compte que ah ouais, ça marche, tu vois. Ouais. Genre si t'es constant avec on va dire l'idée que tu as, et que tu as cherché ce que tu voulais dire, et que t'es au clair, et que le plan il est net, et que les gens comprennent où tu veux aller avec ce que tu dis, bah tu fabriques tes blagues, et c'est presque mathématique, tu vois, et c'est parfois un peu flippant, hein. Mais pour le coup, ça c'était purement théorique. Mais ce qui est bien aussi à un moment donné, c'est juste de se laisser aller, quoi. Et je trouve qu'il y a ça un peu avec le stand-up, c'est à un moment donné, t'as toutes tes blagues, tu les as bien travaillées, c'est bien, c'est académique, c'est clair et tout, mais te permettre de te laisser aller pendant les moments où tu joues, et juste de vivre l'instant avec tes blagues, avec tes textes, et juste de voir ce que le flow t'apporte. Oh, Baudelaire. Je me suis détesté sur les dernières phrases que j'ai dites, quoi. Mais non, mais c'est bien. Mais plus tu dis des choses efficaces, plus t'as envie de te détester. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est juste que ça faisait un peu too much en termes de... Je sais pas. On aurait dit un poète. Non, enfin voilà. Du coup, est-ce que j'ai conscience de l'image? Parce que du coup, grosse digression, mais est-ce que j'ai conscience de l'image que je renvoie sur scène? Absolument pas. Merci de me rappeler la question que je t'ai posée. Ouais, même si juste j'ai conscience qu'elle a beaucoup changé, et que j'ai envie qu'elle change, parce que j'ai pas du tout la même énergie. Donc du coup, j'ai eu ce travail-là, tu vois, de dire, ok, maintenant, reprends tes anciens textes et joue-les comme avec l'énergie que tu veux maintenant, tu vois. Donc j'ai dû quand même regarder ça. Évidemment, après, est-ce que j'ai vraiment conscience de l'image que je renvoie? Pas tant que ça. Qu'est-ce que tu as envie d'envoyer? Pas vraiment. Est-ce que tu sais ce que tu as envie d'envoyer comme image? Ben... en prenant en compte les idées et les textes, ou uniquement en termes de... Les deux. De gestuelle, les deux. D'attitude et tout. Les deux. Après, j'ai une autre question un peu technique qui vient de me passer par la tête. Ok. Ben, go. Déjà, j'essaie de répondre à celle-là. Tu veux l'autre ou pas? Je sais pas, vas-y, tente l'autre, ouais. Parce que on verra. Moi, on me dit, parce que c'est une question que je me pose aussi beaucoup. En fait, la plupart des questions que je pose dans ce podcast, c'est les questions que je me pose avant tout. Et genre, quand j'essaye moi de répondre à ces questions, et que je pose aux gens comment est-ce que vous me voyez, on me dit, t'as l'air d'être un petit gars chill, et t'es rassurant. Ouais. Et je me dis, est-ce qu'il faut avoir une image marrante pour être marrante, ou alors est-ce que je peux juste garder ces deux trucs-là et en faire quelque chose de marrant? Parce que je me vois mal, tu sais, genre rassurant, marrant, pour moi c'est un mélange qui a du mal à se faire. Chill, marrant, ça peut être cool, mais les gens me voient comme étant quelqu'un de chill, mais je le suis pas forcément. Du coup, j'ai un peu du mal à me raccrocher à cette image. Tu l'es pas forcément... Ouais. Dans la vie de tous les jours, tu trouves que tu es pas si chill que ça? Non, c'est le bordel dans ma tête. Mais tu trouves que c'est... Mais les gens ont l'impression que quand ils sont avec toi, c'est ce que tu renvoies? Je pense parce que je suis quelqu'un avant tout de rassurant, que je suis pas tant chill que ça. Enfin, que je suis quelqu'un ouais, mais c'est vrai que tu sembles posé. Après, je te connais dans la vie de tous les jours, du coup, je peux savoir que derrière, tu vois, ce que tu le partages. Donc, je sais que derrière, il va se passer plein de choses auxquelles toi, tu vas penser, tu vois, tout le temps où on peut être ensemble et passer un moment sympa. Mais dans l'attitude que tu as, de manière générale, t'es plutôt chill. Tu vois, tu vas pas être le côté genre mec stressé qui va passer son temps, tu vois, à se frotter les doigts parce que son corps expulse le stress via ce genre d'attitude là. Tu t'as pas une attitude de mec stressé. Comme je verrais par exemple quelqu'un à qui on dit
vas-y, en impro. Parce que du coup, comme j'ai donné des cours d'impro, c'est typiquement le genre de truc que j'aurais pu faire. Genre, vas-y, fais quelqu'un de stressé, tu vois. Ouais. Et bah, la personne m'aurait fait quelqu'un de stressé avec des attitudes, Ok. des manies, tu vois, que l'on peut percevoir chez des gens qui sont, on va dire, stressés de manière un peu expressive et de manière un peu extérieure. Toi, t'as pas ça. Ok. Donc ton stress, il est plus interne, donc du coup, on le voit pas. D'accord. Parce que, genre, ce truc-là, je me dis, ok, rassurant, c'est quelque chose de cool, mais j'ai l'impression que c'est ce qu'il y a de vulnérable qui est marrant. Tu vois, genre, la vulnérabilité, c'est beau à voir. Et si tu parais quelqu'un, genre, trop positif, trop carré, trop ça va bien dans ma vie, et bah, juste, c'est cool, mais c'est pas marrant. Ouais, mais Tu vois, il faut on que n'a les pas gens. dit que t'avais l'air carré et bien dans ta vie non plus, tu Non vois. plus. Mais tu vois, Juste mais que c'est genre. tu es rassurant, mais rassurant, ça veut pas dire que t'es pas vulnérable, tu vois. Ok. Mais est-ce qu'il faut que, genre, de ce qu'on renvoie comme image, il faut qu'il y ait une certaine vulnérabilité? C'est une vraie question que je me pose, c'est une vraie question que je te pose, c'est une question que je vous pose. Non, Avant tout. quand on est sur scène, oui, je pense euh, que si on veut que les gens soient avec nous, Mhm. tu vois, sur scène, qui nous suivent dans ce qu'on a envie d'apporter, de raconter aux autres, il faut qu'on leur montre qu'on est ouvert à eux. Ok. Et ça passe par le côté vulnérable, évidemment. Ok. Mais après, être vulnérable, c'est pas non plus genre ah regardez, Oui. genre regardez comme j'ai l'air malheureux et triste. Je suis célibataire, j'arrive pas à pécho sur Tinder. Non, Regardez c'est comment je suis pas. marrant. Ça va pas être forcément, tu vois, un truc de quelqu'un qui se complaît, tu vois, dans le malheur pour être vulnérable. Tu vois, c'est pas forcément ça. Mais c'est montrer au milieu de choses que tu racontes qu'il y a une sorte de micro-faille et que tu donnes l'impression aux gens que tu as partagé cette micro-faille avec eux. Peut-être. Peut-être que c'est ça. Mais Du coup, comment est-ce que toi, tu voudrais qu'on te voit avec ce truc-là? ouais. Bah, franchement, c'est compliqué. C'est compliqué parce que moi, j'aimerais. Je sais très bien que je suis pas du tout, tu vois, le genre d'humoriste entertainer, tu vois. Genre, je vais pas être ça, tu vois, genre pour le coup. Ouais, non, tu vas pas Je dis être. pas, on va se taper des barres, on va aller voir drapier, tu vois, ça va pas être ce genre de délire Bah, de. Si, je pense. C'est genre, si tu veux être humoriste, les gens vont dire on va se taper des barres, mais c'est pas Non, genre mais en mode. évidemment, mais Il va c'est faire pas. le show, Ça, oui, voilà, ça Tu va pas être, ça va être le show ou alors de, comment dire. Tu vois, il y a des humoristes, je respecte totalement ce qu'ils vont faire, sans pour autant avoir envie de faire la même chose, parce que ça me plaît pas, mais je sais qu'il y a des gens, tu peux les voir en one shot, tu sais que tu vas passer juste une bête de soirée, mais quand tu sors, tu te souviens pas de ce que tu as vu, tu vois. Ok. Et T'as des noms? Non, pardon. je peux en balancer plein, mais je le ferai pas. Mais il y en a qui sont plus connus que d'autres d'ailleurs. Mais t'en as, c'est et parce que justement, parce que je veux pas donner de noms parce que c'est pas non plus négatif, mais j'ai peur que ça paraisse comme négatif. Mais c'est trop bien parce que je sais que c'est des gens, tu vas les voir. Tu sais que pendant un moment, pendant 1 heure, 2 heures, peu importe le type de spectacle qu'ils font et tout, ils vont, tu vois, penser à rien. Ouais. Ils vont juste genre se taper. J'ai oublié l'hormone que l'on a avec le rire et tout. Ils vont se taper, tu vois, ça pendant plusieurs minutes. Ils vont être contents. Mais peut-être qu'après, quand ils vont en parler aux autres, ils vont juste se dire putain, vas-y, tu vas passer un trop bon moment. De quoi ça parle? Franchement, je sais plus. Mais c'était vachement bien. Et j'ai pas envie d'être ça. Ok. Donc je sais que de toute façon, même si j'en ai envie, c'est pas vraiment ce que je renvoie. Parce que je vais faire peut-être parfois réfléchir à des choses qui sont. Qui font que tu passes pas un moment genre méga safe, trop drôle Mais toute la soirée, quoi. tu vois, moi, il y a ce truc-là qui. Enfin, ce truc-là où genre t'as l'humour qui fait un peu réfléchir ou l'humour qui va pas forcément appeler à genre quelque chose de. En fait, c'est un peu compliqué à définir parce que pour moi, genre, il y a tu sais, la catégorie genre Paul Mirabel qui va pas genre mettre énormément d'énergie pour retourner une salle, mais qui va quand même retourner la salle, tu vois. Mais c'est pas le gars qui va en faire immensément des caisses avec son corps et qui va faire ah, vas-y, on danse, on bouge, tu vois. Genre, ce qu'on Non, pourrait parce voir. que c'est pas forcément dans la gestuelle. Ouais. Ce que je dis, ça se tient surtout en termes de peut-être de contenu. Tu vois. Oui, non, mais tu vas avoir un bon contenu, ça c'est. Oui, Mais je parlais de ces gens-là, tu vois, qui vont réussir à faire des spectacles où le contenu au final est pas si dingo, mais les blagues sont bien trouvées. Ok. Mais ça va pas être des angles de ouf. Ouais, mais c'est quand même des gens, tu peux te dire, ouais, je vais aller me taper des barres en voyant genre quelqu'un qui a justement
du contenu, genre comme Blancardin, comme Paul Mirabel, tout en étant dans une certaine sobriété au niveau de J'entertain. Tout à fait. Mais c'est quand même des gens qui vont se taper des barres, on les voit là. Oui, tout à fait, mais quand. J'ai du mal à comprendre. Ok, ouais, non, mais après, on va je réussir me suis sûrement mal exprimé. Hein, non, pour t'inquiète, raconter ça. moi je comprends mal. Mais on les va gens aller. qui s'excusent tellement trop, on va créer un trou noir d'excuses. Tu sais, genre vraiment. Pardon d'être là, pardon d'être ici. Désolé. désolé de te recevoir. Désolé, c'est marrant. Je suis désolé de te recevoir. J'aurais dû dire non. J'aurais pas dû accepter. Moi, j'aurais pas dû te proposer, je suis désolé, Lucas. Les gens qui nous écoutent, ils vont pleurer. Ils vont pleurer et dire ah, tant de cafouillage, c'est tellement peu clair. Ils parlent si vite les deux et ils s'excusent pendant 2 heures, c'est long. Voilà. Les bébés stand-uppers, quoi. En plus, je crois qu'il y avait des trucs que je voulais raconter et qu'au final, j'ai pas raconté. Non, parce mais qu'on vas-y, est allé trop vite. on a le temps. Vas-y. Non, mais en vrai, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que t'as des gens qui cherchent pas à avoir des angles intéressants, mais juste des blagues, tu vois, par exemple. Ok, ouais, je vois là. C'est plus ça que je voulais dire. Et du coup, c'est pas des angles qui vont te... juste en tant que spectateur pur, vont te changer la manière de voir les choses, ou que tu vas dire « Ah, c'est trop fou ce qu'on vient de voir tu vois, genre... voilà, bon, allez, je name drop parce que je l'aime Est-ce que tu veux que je bip ou pas? Non, parce que je l'aime plus que tout. Donc, je vais rien dire de méchant du tout. C'est par exemple Yacine Bellous. Ok, Yacine. Yacine Bellous, parfois, dans certains trucs qu'il va dire, ouais. Ça va pas être des angles de taré, c'est juste le sketch en entier qui est fou, tu vois. Ouais, je vois. Mais c'est plus, tu te dis pas, putain, il m'a changé la vision de ma manière de voir le féminisme quand il parle de 2 flaques qui sont en fait des aliens et qui se parlent, tu vois. Oui, mais c'est juste que le gars a tellement réussi à te rentrer dans un monde particulier, et c'est ça qui est fascinant avec ce qu'il arrive à faire, tu vois, quand il fait de l'absurde comme ça. Le mec, il arrive à te faire rentrer dans un monde où à la base, tu savais même pas que tu te posais cette question, mais comme il t'a bien fait rentrer dans son univers, bah, tu te poses ces questions-là comme lui, et puis boum, tu passes un bon moment, etc., etc. Mais à la base, c'est pas des angles de ah putain, j'avais pas vu cette question-là des relations hommes-femmes sous cet angle-là, et vraiment, pendant que je ris, je réfléchis à des trucs, tu vois. Pour moi, ouais, c'est un angle simple, mais traité d'une manière très très atypique. Ouais. Ok. Et toi, t'as envie de faire des angles compliqués, mais traités d'une manière simple. Et exactement. T'as vu, on a réussi. On a réussi. Let's go. Mais du coup, c'est vrai que souvent, et c'est là où je vais peut-être être très peu productif, tu vois, on va dire, en termes d'écriture et tout, c'est que moi, tu vois, genre, je suis arrivé dans le stand-up avec, je sais déjà ce que je veux dire, la plupart du temps. Genre, je viens avec des choses que j'ai envie de raconter aux autres. Ok. Mais par contre, mon travail, c'est de réussir à rendre ça drôle. C'est quoi les trucs que t'as envie de raconter? Il y a des trucs tellement compliqués. Mais ça veut dire que déjà, le problème que j'ai avec moi-même, c'est de mettre le truc dans l'ordre, si tu veux. Je dis, j'ai trop envie de parler de ça, mais c'est dur de le mettre dans l'ordre. Et maintenant, et une fois que j'aurai mis ça dans l'ordre, faudra mettre des blagues dedans, tu vois. Mais à la base, c'est quelque chose, je me dis, il faut que j'en parle parce que ça me semble fou. Il faut que je parle de ça. Si, je vois complètement. Et après, en fait, c'est un truc que j'en parlais avec Shirley dans les premières fois où je discutais avec elle, mais où on disait que tu vois, on peut parler de choses pas drôles, mais après, chaque blague, en fait, c'est un hameçon pour ramener les gens à toi, tu vois, à chaque fois. Et j'ai envie de parler de la morale, tu vois, genre... mais vraiment dans le sens le plus philosophique, tu vois, du terme. Ce que j'allais dire, c'est qu'il y a beaucoup de philosophie dans la manière dont tu traites les choses et dans ce que tu traites de manière générale. C'est on va prendre... Mais moi, je trouve que ça tirait trop bien, genre ce côté, on va parler de philosophie et de stand-up, genre on va prendre un terme philosophique, mais c'est ça. Et on va juste faire des vannes. Mais c'est ce que je veux faire. Mais au final, c'est ce que je fais quand je parle du bouddhisme et que comment dire, et que je parle du débat qui existe chez les bouddhistes, et chez certains qui sont pratiquants et qui se considèrent comme bouddhistes, mais même chez ces personnes-là, tu as débat de est-ce que c'est une religion ou pas. C'est plus ou moins de ça dont j'essaie de parler, tout en critiquant le fait qu'on utilise les symboles de ce qui est pour certains une religion comme élément de grande distribution et de juste fun, tu vois, genre c'est chambé d'avoir une statue de Bouddha chez soi, pour quelle raison? Je sais pas, ça fait zen. Ça fait feng shui. Et je me moque de ça beaucoup parce que je trouve que c'est irrespectueux pour toute la partie des gens qui considèrent que c'est une religion, tu vois.
C'est. Ouais. Je pense. Mais du coup, je mets de la philo dedans. C'est comme mon sketch sur les chiens. Je parle en fait, à un moment donné, on se dit, ah, c'est juste des blagues sur les chiens. Mais en vrai, mon thème à l'intérieur, c'est de parler d'anthropocentrisme, tu vois. Mais est-ce que ce serait pas intéressant, c'est un truc genre, c'est pas genre un conseil ou un truc que je te donne, c'est est-ce que ce serait pas intéressant de faire l'inverse, de dire, je vais vous faire des blagues sur la philo et en fait c'est juste des blagues sur des chiens. Tu vois, genre illustrer genre tes blagues philo par tes deux chiens, que de faire l'inverse, de dire je vais faire des blagues sur les yinches et en fait c'est beaucoup plus philosophique. Genre de dire, ok, on va parler, imaginons, de. Genre t'arrives sur scène, tu fais, ok les gars, Attends, là, j'ai j'adore la un qui- philo, Ouais. on va faire des blagues dessus. Ok, Vous c'est voyez, genre, nanana. c'est genre par exemple, on va parler du désir. Ouais. Et pour l'illustrer. Ouais. Ok, oui. Mais ça, c'est en fait, c'est plus. En fait, disons que les moments où je parle de philo, parfois, c'est malgré moi. C'est-à-dire que sur le sketch sur les chiens, je m'attendais pas à ce que ce soit un truc philosophique. Mais il s'avère que j'ai appris que c'était un truc qui est beaucoup plus Ah, mais intéressant que ce C'est que. encore plus drôle dit comme ça en vrai. Genre de faire de la philosophie malgré toi. Bah, à certains moments, ouais. Après, des moments où pas du tout, j'assume complètement, tu vois. Genre le truc que je veux faire sur la morale, ça me pousse. En fait, je me suis posé des questions sur, tu vois, justement, nos relations avec nos corps, les relations que l'on avait vis-à-vis notamment de nos appareils génitaux, et du coup, ce qui amène après, tu vois, toutes les questions que l'on peut se poser sur Le genre, tout ça, tout ça. la légalisation ou pas de la prostitution. C'était oui, plus pas ça, du tout. tu vois, la Ok. marchandisation du corps, tu vois, et après du porno et tout ce que tu veux là-dedans. À la base, je me posais des questions là-dessus, et après, je me suis rendu compte que ça me forçait à me poser des questions qui étaient bien plus élevées et qui me faisaient me poser des questions sur la morale, tu vois, de manière générale. Mmh. Est-ce que ce que l'on fait de notre corps est inclus dans ce que l'on considère être la morale ou pas, tu vois. Et du coup, voilà, au final, ça devient de la philo parce que si je veux pousser le truc aussi loin dans mes questions, ça me pousse à me poser ces questions philosophiques-là, tu vois. Et du coup, ça vient parfois de la philo malgré moi. Mais après, il s'avère que je kiffe, donc je suis content. Bah ouais. Mais après aussi, ça va être des choses comme j'ai lu des textes de Schopenhauer, qui est du coup mon philosophe préféré, et ben j'ai envie de partager sur scène des choses que j'ai apprises de lui, tu vois. Parce que moi, ça m'a fait me rendre compte de choses que je pensais peut-être déjà, mais ça m'a permis de mettre les mots dessus, tu vois, Mais qui vont bien. Je pense le jour où tu vas y arriver, et j'y crois très fort, tu vas prendre une place qui a été occupée par personne. Genre ce film-là dans le stand-up. En fait, c'est ce que je trouve qu'il y a de plus précieux, et c'est là, ce que j'ai compris, c'est que si on veut percer, il faut qu'on prenne une place qui appartient à personne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est-à-dire que tu peux pas, genre, je peux pas me dire, vas-y, je vais être le nouveau Yacine, ou je vais être le nouveau Dedo, ou le nouveau truc. Non, clairement pas. C'est-à-dire qu'il faut que je sois faut que je fasse un produit qui est unique, et genre là, ce que tu es en train de me décrire, c'est genre, nulle part on a ça. Et tu sais, c'est un truc où je dis, mais je savais pas que ça existait, j'en ai besoin en fait maintenant, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et ouais. Bah, c'est gentil, mais j'espère peut-être que ça va être cool. Mais là, le premier truc là, je fais ça depuis peu, mais en vrai, c'est quelque chose que je veux faire depuis très longtemps parce que c'est le truc qui me touche le plus profondément intérieurement parce que c'est toute ma vie. Mais tu vois, je fais des blagues sur l'hémophilie. Ouais. Je le fais pas parce que personne le fait, je le fais parce que j'en ai besoin. Mais il s'avère que, au-delà de ça, personne a fait des blagues sur l'hémophilie en étant hémophile. T'as des gens qui font des blagues sur l'hémophilie. J'ai vu des sketchs où Baptiste Le Caplin, il mentionnait, tu vois, l'hémophilie, juste pour faire des blagounettes comme ça, qui pouvaient être drôles, hein, d'ailleurs, par ailleurs, mais qui est quand même des blagues avec une méconnaissance derrière, potentiellement, tu vois, parce qu'on va pas en profondeur du truc. Moi, je peux en parler parce que, pour le coup, je le vis au quotidien, tu vois. Donc là, je sais que c'est une place qui est occupée par personne. Mais je le fais pas pour ça. Je le fais parce que j'en ai besoin. Après, mais je pense pas qu'on fasse les choses en fait, pour moi, c'est. Ah, il y a des gens qui. Oui, je suis en train de me rendre compte que j'ai tort en disant ça. Genre, n'importe quoi, je suis pas du tout d'accord avec moi. Je suis pas d'accord avec moi-même, mais qui êtes-vous? Je sais pas. Êtes-vous Georges? J'en sais rien. Trop de questions. Aujourd'hui, je m'appelle Benoît. Benoît comment? Je sais pas. J'ai failli dire un nom d'un vrai Benoît que je connais. Je me suis dit non. Si tu veux, Benoît Descamps, c'est mon cousin. Bisous, cousin. Ok, salut Benoît Descamps. Benoît Descamps, qui chante concert spirituel. Il a un flow, le cousin, il a un flow. Concert spirituel? Ouais, parce qu'il est chanteur baroque. Stylé. Bisous, Benoît. Non, ce que je veux dire, c'est que. Gros respect, Benoît, pour Bah ouais, de ouf. Chant baroque. On se ressemble bizarrement, étrangement, pour deux personnes qui ont été adoptées de familles différentes. Waouh. C'est très très chelou.
Genre, tu sais, il fait à peu près 1m60 et tout. Ok. Petite barbe, brun. Il a la peau plus mate que moi, mais. Bisous, Benoît. Bref. Ça va être la digression hein, jusqu'au bout. Très bien. J'adore les digressions, allons-y pleinement. Qu'est-ce que je voulais dire Oui, non, mais en fait, c'est pas parce que t'es le premier à parler d'un sujet que ça va faire de toi quelqu'un d'original. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire Mais oui, Et genre, tu peux traiter de manière originale un sujet qui a été traité plein de fois par plein d'autres personnes. tout à fait. Et le créneau. Le mec s'étouffe. Non, mais le créneau philosophie stand-up, j'ai envie de le voir. J'ai envie de te dire, vas-y, Lucas, vas-y, champion. Tu vas y Ouais. arriver. Mais en vrai, j'ai comment dire, j'aime l'idée de mettre de la philosophie au milieu parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Par contre, j'ai pas envie. Que ce soit tout le temps ça. Ouais. Ouais, oui, non, bien sûr. Tu vois, en fait, j'ai envie que ce soit juste. Imaginons si à un moment donné, je devais arriver à faire un spectacle. Ouais. Qui est juste genre de la philosophie au milieu parce que ça me ressemble et parce que je casse la tête de mes potes à leur parler de philo à des moments donnés et du coup c'est juste que ma vie est comme ça. C'est-à-dire que quand je vais m'étonner, en fait j'ai le même niveau d'étonnement quand je vais apprendre des choses philosophiques que lorsque je vais apprendre des trucs sur les animaux et que je vais être trop content de partager des choses sur putain vous avez vu que les chiens en fait ils pensent comme ça et quand j'apprends qu'il y a une créature folle dans les mers qui s'appelle le nudibranche et que ma meuf elle en peut plus parce qu'à chaque fois que je l'appelle je fais les nudibranches t'as vu faut que tu vois ça attends je t'envoie des photos et pendant qu'on est là il fait mais Lucas tu peux raccrocher s'il te plaît vraiment fais-le toi parce que je vais le faire moi et ça va pas être beau à voir mais quand j'apprends ça ou quand j'apprends des trucs de Schopenhauer ou de Nietzsche ou de Jung je suis autant étonné et du coup si je devais faire un truc, ce serait un mélange de tout ça. Parce que quelque chose qui m'étonne au jour le jour et dont j'ai envie de partager mes étonnements, tu vois, avec tout le monde. Donc, en fait, j'ai peur que si ce soit un truc trop à thème, ce soit quelque chose qui me plaise pas. Ok. Après, il y en a qui le font. Et c'est pas grave, tu vois. Si c'est assumé et que les gens font ce qui les rend heureux. Tu vois, genre, par exemple, Certes Mathurin, il fait un spectacle, à un moment, il a fait un spectacle que sur l'argent, tu vois. Ouais. Et c'est trop stylé. Tu vois, le mec, il dit, ok, je me suis renseigné, j'ai appris des trucs, j'ai envie d'en parler avec vous. Ben cool, tu vois. Mais c'est beaucoup. J'aimerais trop aller le voir son spectacle. Faut que j'aille Ouais, le voir. bah viens, on se fait ça un jour. Allez, let's go. Cool. Tu voulais me parler d'un truc particulier dans le podcast. Je sais que c'est quelque chose. Quoi Non, tu m'as teasé plusieurs fois. Genre le fait de. Ouais, il y a des choses que je dois dire dans le podcast. Genre même j'ai- tout à l'heure. Il y a à l'instant. Tu m'as dit, j'ai pas eu le temps de tout dire ce que je voulais. Ce que j'avais putain, prévu. non mais je sais plus. Mais par contre, ça fait vraiment le mec qui veut trop parler de ça. Alors Non, qu'en vrai, parce c'est que moi, tu super m'as important. teasé et j'ai trop envie. Ah, Peut-être pas, peut-être non. en vrai, non. En vrai, c'est juste que. Parce que c'est un truc qui a beaucoup compté, mine de rien, sur le fait que je voulais aller sur scène plus tard et du coup, le fait que j'ai trop attendu pour on va dire, pour en faire était presque bizarre et indécent, tu vois. Mais c'est que tu vois, la fois où je t'ai dit que j'avais passé toute ma vie à faire, enfin toute mon année à faire plus de la scène, quel Ouais. que soit le format, Ouais. que d'aller en cours presque. Ouais. Machin. J'ai du coup un exemple qui est assez dingue, mais je t'en avais déjà parlé, je crois. Mais c'est que Et yo, petite pause juste pour vous mettre un petit trigger warning. Les prochaines minutes qui vont suivre vont parler de sang et de maladie. Du coup, si vous n'êtes pas très à l'aise, je vous invite à sauter, on va dire, les 5-10 bonnes prochaines minutes. Voilà. la première fois où je vais sur scène faire du stand-up, du one, peu importe, mais en tout cas faire des blagues aux gens sur scène sur un format de 7 minutes, 3 jours avant, je fais une hémorragie interne. De Et stress Non. de... Je Aucune raison. me suis Ok. flingué la santé Ok. cette année-là. Et du coup, 3 jours avant, hémorragie interne, je passe ma nuit à l'hôpital. Et je passe ma nuit à l'hôpital. Le lendemain, je vois les spécialistes de l'hémophilie pour qu'on en parle et tout, pour qu'on fasse les examens qu'il faut pour voir si ça craint pas et tout. Ouais. Et parmi tous les trucs, il me dit, bon, par contre, là, ça va être repos pendant je sais pas combien de temps. J'ai failli être transfusé, au final non, parce que vraiment j'ai perdu énormément de sang et tout machin, c'est l'histoire. Finalement il voit que ça va, tu vois, que je vais pouvoir, en prenant les médicaments, en faisant ce qu'il faut et tout, que ça va aller mieux. Mais surtout le truc que je leur dis c'est, par contre vous vous démerdez, mais par contre moi dans 3 jours, je suis sur scène. Vous faites ce qu'il faut faire, je m'en fous après, si vous voulez, tous les 2 jours je reviens à l'hôpital, et au final Ouais. après j'allais 2 fois par semaine à l'hôpital pour faire tout ça. Et, mais je leur dis, mais ce soir-là il faut que je fasse ça. Et je rate l'école pendant 2 jours. Je viens au final pour... Juste la scène. Oui, pour la générale. Je débarque. Mes potes, ils me font « Mec, ça va ? T'es si blanc !» Mec, j'avais une anémie, mais de taré, tu vois. Et
Et au final, grosse répétition, machin. Et le soir, je ne mange pas parce que j'ai trop mal au bide. Et que je suis pas en état, je suis pas bien et tout à cause de ce que j'ai vécu 2 jours avant. Et au final, je monte sur scène. Et en fait, ce que je découvre, c'est quand tu as envie de faire un truc qui te plaît vraiment, 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 mais tu es capable de dépenser une énergie, mais de taré. Genre, c'est-à-dire que là, en théorie, j'aurais dû être hospitalisé, si tu veux. Ouais. Je me suis arrangé avec eux pour non, parce que je voulais faire ça. Et au final, je fais tout ça et je le fais bien. Et le spectacle tête classique, ça se passe trop bien. L'impro, ça se passe trop bien. Et juste après, et j'enchaîne ça. Et au final, je me couchais à 2h du matin. Pour quelqu'un qui, justement, qui avait fait une hémorragie interne 2 jours avant, tu vois. Et les potes à l'école qui ont appris ça, ils ont halluciné parce qu'ils ont appris ça, pour certains, 2 ans plus tard, tu vois. Mais du coup, je me suis dit, ok, si tu es capable de déployer une telle énergie à un moment où en vrai c'était ta santé qui devait passer avant tout et que tu as réussi à faire les choses bien, parce que tout s'est bien passé, hein. Pour le TED classique, 0 trou de mémoire, pour mon petit passage de 7 minutes, 0 trou de mémoire, tout s'est bien passé, machin. Je me suis dit, c'est que vraiment, il faut que tu en fasses, tu vois, tout le temps. Et du coup, après, j'ai attendu, j'ai commencé à faire de l'impro, j'en ai fait pendant 6 ans et tout machin, mais vraiment, je me rendais compte que c'était, je sais pas, primordial, quoi, tu vois, qu'il fallait le faire. Merci Lucas. Sérieux, on s'arrête là-dessus? Je trouve ça trop beau comme fin. Waouh. Bah, faites ce que vous aimez. Merci, Jean. Un immense merci à vous d'avoir écouté ce podcast, merci à Monsieur Marvel d'avoir fait les visuels, et merci à Bardan Irving d'avoir composé le générique.